Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir. Nous nous excusons déjà pour ce retard, mais pour ce qui est de ce rendez-vous, il sera marqué par les sujets suivants. Dori, regagné par davantage de déplacés internes, 19 299 personnes en provenance de 24 villages de la province d'Issenon ont trouvé refuge dans la ville après l'attaque de Sitenga. Selon le CONASUR, quel regard sur notre réponse à ce terrorisme justement, qui fait autant de mal? Analyse avec Mamoudou Savadogo, expert en sécurité. Et puis cohésion sociale, alors que le ministère de la question a tenu un atelier de validation sur la réconciliation nationale ce jeudi 16 juin à Ouagadougou, et bien des messages haineux inondent la toile, stigmatisant plusieurs communautés. On en parle dans ce rendez-vous avec Dr Siaka Ouattara, il est le directeur général de la cohésion sociale, et Nassouri Boubacar, acteur du dialogue non violent et prédicateur. Et enfin, sport, les étalons ont obtenu leur ticket pour la demi-finale du tournoi des pays de la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOAB. Le Burkina qui a battu donc la Côte d'Ivoire au score sans appel de 4-2. Nous échangerons aussi au cours de la question sport avec Ahmed Touma. Il est agent de joueur et nous parlerons de ce métier et comment est-ce qu'ils accompagnent nos professionnels. C'est le déroulé pour ce qui est de ce JDS. Pour ouvrir, donc, nous allons commencer avec les questions sociales. Société donc, élue au cours du 13e congrès ordinaire de la communauté musulmane du Burkina Faso. C'était le 24 octobre 2021. C'est ce 18 juin que l'opérateur économique El Hadj Moussa Kwanda a été officiellement installé à la tête de la communauté musulmane du Burkina Faso pour un mandat de 5 ans. La cérémonie officielle d'installation a connu la participation et la présence de plusieurs autorités religieuses et coutumières venues d'Afrique de l'Ouest, donc de différents pays. El Hadj Moussa Kwanda place son mandat sous le signe du renforcement de la fraternité entre les musulmans et la contribution de l'islam dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le reportage est signé Abdoulrahim Nienye. La communauté musulmane du Burkina Faso a ainsi définitivement tourné la page sombre de son histoire, marquée par des crises de leadership depuis 2018. La désignation et l'installation de El Hadj Moussa Kwanda marquent un nouveau départ pour cette association qui célèbre son 60e anniversaire. Il prend officiellement fonction à travers cette cérémonie d'installation dans une salle du Palais des Sports presque pleine et en présence des autorités politiques et des délégations venues de plusieurs pays de la sous-région. Il a reçu symboliquement le bâton de commandement et le Coran, dans lequel il devra tirer des enseignements pour mieux diriger cette association. Dans son discours, le nouveau président revient sur ses principaux chantiers pour les 5 prochaines années. Le plus important, c'est d'unir toute la communauté musulmane autour d'un objectif commun, la lutte contre l'insécurité. J'ai décidé de vous parler sincèrement avec le cœur, car l'heure est grave. L'heure est grave parce que nous devons nous donner la main entre les fidèles musulmans, entre frères, entre sœurs, pour relever ensemble les défis qui se présentent à nous. Nous devons donner l'exemple, le bon exemple. Nous devons nous parler au nom de Dieu, au nom de l'humanité. Toutes les occasions devraient être bonnes pour une fraternité vraie, un privilège, un honneur de regarder nos frères et nos sœurs dans les yeux et leur dire honnêtement ce que nous leur apportons. C'est notre devoir de rassembler, d'enseigner à travers les préceptes de l'islam. La présence du chef du gouvernement à cette cérémonie est un signe fort pour la communauté musulmane du Burkina Faso, selon son président. Le gouvernement, quant à lui, compte sur ses acteurs religieux pour faire de chaque musulman un citoyen engagé pour l'éradication de la crise à laquelle le pays est confronté. Chaque fidèle musulman, sous l'autorité spirituelle des chefs, des oulémas, des imams, des prédicateurs et des guides religieux, se doit de faire la lutte contre le terrorisme dans notre pays et dans la sous-région, son combat de tous les instants, jusqu'à ce que la victoire finale soit enregistrée contre les groupes terroristes. Cette cérémonie d'installation du président de la communauté musulmane du Burkina Faso a connu la participation des délégations venues de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Sénégal et du Mali.
Les communautés catholiques et évangéliques sont venues témoigner leur amitié à la communauté musulmane du Burkina Faso. Nous restons toujours dans la frange de société de ce JDS pour aborder un sujet que nous abordions et que nous annoncions plutôt en introduction, donc dans les titres. Nous parlerons de cohésion sociale, c'est ce que nous promettions, et nous rappelions que le ministère en charge de la question, jeudi dernier seulement, se penchait sur la validation de la réconciliation nationale, ce qu'il y a en termes de stratégie. Et rien que cette semaine aussi, il y a eu le rappel sur des quelques propos haineux que l'on voit circuler et entend donc sur les réseaux sociaux, assez dangereux, stigmatisant pour certaines communautés. Il est souvent des questions qui sont vues par certains comme étant assez sensibles et donc tabous. Faut-il pour autant éviter de les aborder? Nous avons décidé de faire autrement, aborder tout cela dans ce JDS, journal du dimanche au soir, et c'est pour cela que j'ai des invités avec moi. Dr Siaka Ouattara, que je m'en vais d'abord vous présenter, il est le directeur général de la cohésion sociale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et je suis aussi avec Dassouri Boubacar, acteur du dialogue Nyon-Voulion, et il est aussi prédicateur. Bonsoir. Bonsoir, M. Ba. D'accord. J'ai posé les pieds dans le plat tout à l'heure. Il y a une dynamique dans laquelle nous sommes. On sait que il faut que les Burkinabés se parlent, il faut renforcer le vivre ensemble. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas en faire l'économie. Il y a eu un atelier, je le rappelais tout à l'heure, jeudi, pour réfléchir sur comment justement on va à cette cohésion-là. Et puis il y a aussi ce qui nous rappelle, ce qui nous ramène la réalité aussi des faits, c'est que tout le monde n'est pas forcément dans la même dynamique. Et on entend certains audios. Moi, je viens d'abord vers Dr Siaka Ouattara. D'abord, on va s'intéresser un peu à cet atelier. La petite question, c'est qu'on en était, il n'y avait pas si longtemps avant qu'il y ait le coup d'État, on était à organiser des assises. C'était bien ça, c'est ce qui était en ligne de mire. Aujourd'hui, on revient encore avec une histoire d'atelier de validation d'une stratégie. On a fait tabula rasa de tout ce qu'on avait fait avant, ça a été pris en compte, qu'est-ce qu'il en est? Ok, merci bien pour cette invitation. C'est avec Ahmed Frim que nous avons aussi écouté la vidéo et l'audio qui circule dans les médias. Et comme on va revenir sur cet aspect, on aura l'occasion de se prononcer là-dessus. Oui, concernant la stratégie nationale de la réconciliation, c'est vrai que maintenant elle est du ressort du cabinet du ministre d'État auprès du président en charge de la question de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Et moi, je suis du MATD. C'est ça. Oui, voilà. Mais pour ce qui est de la stratégie, elle avait déjà été élaborée avant le changement de régime, avant le coup d'État. Voilà. Mais le plan d'action n'avait pas encore été élaboré. Donc il était prévu qu'il y ait d'abord ce forum pour que les gens puissent se prononcer sur la stratégie et que des recommandations puissent sortir de ce forum-là pour faire la matière au niveau du plan d'action. Voilà. Mais comme avec ce changement, le plan d'action n'avait pas pu être élaboré, maintenant il y a eu l'élaboration du plan d'action pour compléter la stratégie nationale. Voilà. Et c'est le tout qui a été présenté aux acteurs pour validation de cette stratégie, y compris son plan d'action. D'accord, on comprend donc mieux. Et donc on va revenir à la question que je posais au départ. Avec ces vidéos, ça fait vraiment froid dans le dos quand on entend les propos qui sont tenus. Il y en a plusieurs vidéos, il y en a plusieurs audios qui s'attaquent à des groupements aussi divers que variés. Ça, des fois c'est religieux, quelquefois c'est directement ethnique, et quelquefois c'est même à notre chefferie coutumière ou quoi que ce soit. Donc, et c'est des appels quelquefois à la violence. Les propos sont vraiment haineux. On se pose la question, mais alors qu'on chante chaque matin, le vivre ensemble, c'est ce qui peut nous sauver. On est dans une situation qui est vraiment compliquée. Mais comment est-ce qu'on en arrive à avoir toujours cela dans nos rangs? Je me dis, c'est quelque part au regard aussi du choix que certaines personnes ont eu à faire, peut-être dans l'attente d'une solution miracle ou bien d'une solution rapide de la question d'insécurité. On cherche tous les boucs émissaires et puis on pense qu'en se focalisant sur des faux fuyants, on peut résoudre la question. Appeler à s'en prendre à une ethnie, je pense que ce n'est pas ça la meilleure solution. Voilà, parce que là, ça ne fera qu'aggraver la situation. Au regard de la question du terrorisme, on ne peut plus aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme documentation, tout ce que nous avons comme information, lier cet acte-là à une ethnie ou bien à une religion.
Voilà, donc c'est multi-acteurs, on a toutes les religions, on a toutes les ethnies dans ces différents groupes-là. Donc aujourd'hui, appeler à s'en prendre à un groupe parce qu'on pense que notre salut viendra de ça, je pense que c'est aggraver la situation. Et ce qu'on déplore aussi, c'est le rôle de la population qui n'a pas joué cette emprise d'autocensure en publiant ou en faisant circuler à longueur de journée ces différentes audios. Alors je pense que chacun à son niveau devrait censurer cela et ne pas être le relais de transmission de ces valeurs haineuses-là au niveau de notre pays parce qu'on n'en a pas besoin actuellement. C'est vrai que tout à l'heure, Dr. Isaka Ouattara rappelait les éléments qui sont quand même assez forts. Il y a celui de la stigmatisation sur l'ethnie, il y a sur le cas religieux. Vous êtes prédicateur, je le disais tout à l'heure, quelquefois, aborder certaines questions, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de terrorisme, certains font l'amalgame de la question de l'islam, il y a beaucoup d'éléments qui sortent comme ça, mais quand on veut aborder la question, on dit quelquefois non, c'est sensible, vous savez, ne faites pas ces liens-là, n'abordez pas ça comme ça, et à la fin on a l'impression qu'on se gêne à aborder des éléments, alors que dans notre société, il y a des gens qui ont un regard qui peut être critique ou critiqué, mais qui n'est pas forcément celui de la réalité. Est-ce qu'au sein de la communauté, on accepte d'aborder déjà ces questions-là, sur ce que quelquefois on dit, oui c'est des musulmans, mais certains disent c'est pas des musulmans, mais on dit c'est Allah, de dire mais c'est que c'est des musulmans. Est-ce que c'est des choses que vous abordez aussi au sein de la communauté? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Et avant de tenter de répondre à votre question, j'aimerais tout de suite avoir une pensée pieuse et positive à l'endroit de toutes les victimes de l'hydre terroriste. Et voilà, je demande vraiment à Dieu de nous sortir de cette situation. Et pour que, effectivement, Dieu nous vienne en aide, il va falloir, comme vous l'avez si bien dit, qu'on accepte de remettre certaines questions sur la table. Des questions qui étaient auparavant considérées comme tabous, comme sensibles, alors que effectivement ça peut nous rattraper, si ce n'est que ça nous a déjà rattrapé. Et donc, comme monsieur le directeur général le disait, avant même de continuer, j'aimerais effectivement condamner cela. Et je condamne cela vraiment en tant que leader religieux, en tant qu'imam, en tant que prédicateur, et pris pour la paix, pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. On ne peut pas effectivement accepter la propagation de ce genre de messages qui ne font que exacerber et exaspérer effectivement ce cocktail, si vous voulez, entre guillemets, satanique que nous vivons déjà. Voilà, donc moi je pense que les autorités vraiment qui ont été laxistes, il faut avoir le courage de le dire depuis un certain temps, il va falloir effectivement qu'elles essaient de sonner la fin de la récréation en prenant déjà des mesures qui sont fortes. Par exemple, les audios qui ont circulé, les vidéos qui ont circulé, les autorités doivent vraiment faire tout ce qu'elles peuvent effectivement pour que les coupables soient traduits effectivement devant la loi. Voilà, parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état où effectivement il y a plusieurs ethnies, plusieurs cultures, chacun a le droit de jurer effectivement de sa citoyenneté comme il veut, donc il n'appartient pas effectivement à un individu de s'aimer la zizanie, la violence. Et donc à notre niveau, que ce soit dans la communauté ou bien dans nos discours en tout cas individuels, nous à chaque fois effectivement nous le rappelons effectivement que ces actes-là sont étrangers vraiment à la religion de l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il a été expulsé de la Mecque pour aller à Médine, quand il est parti, il a trouvé en fait deux tribus qui étaient opposées, qui se regardaient effectivement en chien de faïence depuis des années. Ces tribus-là n'étaient pas musulmanes, et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait en premier lieu, c'est effectivement de réconcilier ces deux-là avant même de fonder, de jeter même les bases effectivement de l'avenir de cette ville-là. Donc c'est vraiment avec beaucoup de consternation que nous avons appris cela, et ça doit prendre fin parce que c'est vraiment un cavalier de l'apocalypse, en tout cas dans ma vision des choses, et qui n'augure pas de lendemain meilleur pour notre cher pays. Et moi j'ai vraiment peur que si rien n'est fait, que dans un avenir proche, qu'on ne bascule dans l'irréparable, par exemple comme des guerres civiles, mais wallahu al-musta'an, on espère qu'on ne va pas en arriver là. Donc chacun vraiment doit se remettre en question, et Pascal disait en fait que malheur à l'homme ou bien au peuple qui au moins une fois dans sa vie n'a pas tout remis en question. Donc comme je le disais tantôt, il va falloir qu'à un
un certain moment, on accepte effectivement d'aborder toutes ces questions-là, que ce soit de l'ethnie, que ce soit la religion. C'est vrai que les gens se plaignent, mais quand on regarde effectivement la réalité des choses, on se rend compte qu'il y a des questions religieuses qui sont prises en compte effectivement par ces individus-là dans leurs agissements, et même la question ethnique, certains terroristes font effectivement l'apologie de certaines ethnies. Comment est-ce qu'on est arrivé à là? Donc il faut avoir le courage d'aborder effectivement toutes ces questions à un certain moment. Et les autorités sont fortement interpellées, tout comme l'ensemble des citoyens. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu posé le débat des prêches. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, et même dans des pays comme le Sénégal et tout, on a vu des décisions un peu plus rigoristes là-dessus. Au Burkina, ça a commencé à être mis sur la table. Vous disiez, il faut aborder courageusement certaines questions, mais on a vu, si ma mémoire est bonne, c'est en début de semaine, tout récemment, il y a eu une sortie aussi de jeunes qui disaient, non, on ne peut pas regarder dans les prêches, ce n'est pas normal. Est-ce que pour vous, ça, c'est des éléments qui tiennent? En toute humilité, ils sont dans leur droit. C'est une association qui a le droit d'exister, qui a le droit de se prononcer. Et moi aussi, j'ai le droit effectivement de donner ma lecture des choses. Moi, je pense en toute humilité, en tant que quelqu'un qui est expérimenté quand même dans le discours religieux, je pense que l'État effectivement doit ouvrir les yeux sur les questions religieuses. Parce que, comme je le disais tantôt, depuis un certain moment, l'État vraiment n'a pas joué ce rôle. C'est vrai qu'il y a des organismes qui sont censés effectivement jouer ce rôle, comme par exemple l'ONAFAR et certaines commissions au niveau de la FAIB, mais ce sont souvent des commissions mortes qui ne fonctionnent pas. Donc si ça ne fonctionne pas à un certain moment, l'État effectivement doit jeter un coup d'œil effectivement dans les discours religieux. C'est vrai que certains mettent souvent en avant cette question de liberté d'expression, qui est d'ailleurs à géométrie variable. Quand ça m'arrange, je connais la liberté d'expression, des trucs comme ça. Et donc c'est pas parce qu'effectivement il y a la liberté d'expression que tu dois tenir effectivement des discours violents. Et donc moi je pense en toute humilité que l'État et l'État est dans son droit effectivement de contrôler. Et quand on parle de contrôler, dans ma petite connaissance, c'est pas que le ministère va te dire, voilà, toi en tant qu'imam, viens avec ton sermon, on va essayer de rédiger ton sermon, on va mettre les versets qu'il faut. Non, seulement qu'on te met face à ta conscience. Et en fonction de ce que tu vas dire, si toutefois dans ton discours il y a quelque chose qui incite à la violence, tu vas répondre tout simplement devant qui de droit. Et si c'est dans ce sens-là, moi je ne vois aucun problème. Et c'est ce que moi j'attendais même depuis longtemps. D'accord, je reviens vers... Je vous sens acquiescé depuis en écoutant les propos de Nassouri Boubacar, mais la question religieuse aussi elle reste toujours sensible. Et vous qui êtes par exemple la direction de la cohésion sociale, quand vous l'abordez, quelquefois en face c'est difficile aussi en termes parce qu'il y a quand on dit un message, il y a celui qui le donne, il y a le récepteur. Est-ce que quelquefois la sensibilité ne fait pas que certains sont braqués? Oui, au niveau de tout ce que l'imam disait, comme j'aborde dans le même sens que lui, en disant que même le contenu des messages, quand même, on ne peut pas orienter, mais on peut recadrer certaines choses. Voilà. Donc, pour ce qui est de cette surveillance-là, je pense que cela peut se faire au niveau du ministère et avec l'accompagnement des autres structures. Et en plus, j'ai aimé le côté où déjà la religion s'est démarquée de cet audio-là. Donc, quand il aborde dans son audio en disant que c'est pour protéger une ethnie, je pense que les leaders coutumiers et religieux aussi de ces ethnies visées par celui qui a donné cet audio-là doivent se démarquer de lui en dénonçant son acte pour qu'il n'ait pas un support sur lequel s'appuyer ou s'adosser en disant que non, c'est au nom de telle communauté ou au nom de telle structure que je suis en train de parler. S'il est isolé, je pense que les autres comprendront rapidement que ce n'est pas ça. À notre niveau, quand nous abordons les questions, je pense que dans nos activités, on fait appel aux différentes confessions religieuses et pour leur contribution aussi en tant que leader religieux au niveau de la cohésion sociale, quelle peut être leur contribution ou leur accompagnement de tout ce que nous faisons en matière de cohésion sociale et de renforcement de la paix. C'est vrai que dans les activités, on ne tient pas compte de l'ethnie, on n'invite pas nos invités, ou bien on ne dit pas telle ethnie doit nous apporter tel nombre, mais au niveau des religions quand même nous le faisons. Et la religion musulmane envoie des représentants et puis la religion chrétienne également pour les différentes activités que nous menons. Donc à ce niveau, nous les impliquons et je pense qu'ils sont incontournables dans la question de la cohésion sociale, surtout pour le rôle qu'ils jouent dans la sensibilisation et puis dans l'éveil de conscience en matière de vivre ensemble et de promotion de la paix. Voilà. Vous parliez aussi de l'ethnie, c'est très important. L'audio dont on parle, la vidéo, en tout cas dans la plupart d'entre elles, je ne sais pas si c'est les mêmes, il y a la question par exemple du Peul.
Ça revient très souvent parce qu'il faut, quand on veut aborder les choses, je pense qu'il faut accepter de les nommer et c'est comme ça qu'on crève l'abcès. On entend souvent des gens dire, bon, quand on regarde, la plupart du temps c'est des Peuls. Quand on regarde, la plupart du temps c'est des musulmans. Est-ce que ce n'est pas des raccourcis et comment est-ce qu'on déconstruit ça? Souvent c'est ça le problème. Justement, c'est vraiment des raccourcis, comme on l'a dit. Ils cherchent un bouc émissaire en croyant que c'est en cassant peut-être le thermomètre qui feront baisser la température, mais ce n'est pas ça. Je pense que le problème doit être réellement posé. Et au niveau de l'État, pour les démarches qu'ils sont en train de prendre, je pense qu'il faut discuter pour savoir pourquoi une partie de la population s'est braquée contre, puisqu'on dit maintenant que c'est entre Burkinabés. Pourquoi des Burkinabés se sont braqués contre les autres à tel point qu'ils utilisent des armes pour se défendre ou bien pour s'aimer vraiment le désarroi au niveau du pays? Est-ce que la cause qu'ils défendent donne cette légitimité de cette violence-là au niveau du pays? Qu'est-ce qui les motive? Et à notre niveau également, au niveau de l'État, au niveau de la population, c'est de voir aussi qu'est-ce qui peut être fait pour comprendre ou bien pour entreprendre des actions pour contrer cette insécurité-là et à la limite ramener ceux qui veulent rejoindre la République pour que cette attitude-là ou bien ce comportement puisse cesser au niveau de notre pays. Donc c'est de mettre l'accent toujours sur la sensibilisation et puis l'éducation parce que beaucoup de phénomènes se sont produits et puis l'éloignement aujourd'hui, même le détachement de l'individu du groupe fait qu'il devient vulnérable et il devient... facilement, on peut le détourner de tout ce que nous avons pu avoir comme éducation ou bien comme système de socialisation au niveau du Burkina Faso. Donc il y a la fragilisation de l'individu et même de la société qui peut expliquer aussi qu'il y a des comportements à l'encontre même de sa propre société ou bien de ses propres parents, de ses propres frères. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelquefois à regarder franchement sur certaines réalités à les aborder? Parce qu'on a souvent dans ce Burkina dit, quand on dit une ethnie, il y en a qui y collent directement un comportement, une façon d'être, une façon de faire. Et ça, c'est une vérité. Oui, c'est moi je pense qu'on peut plus, plus prendre ça dans le sens des alliances ou de la parenté à plaisanterie. Mais avec l'audio qui passe, on a l'impression que les gens l'ont pris autrement. Voilà. Dire que telle ethnie, les Bissas sont comme ça, ou bien les Gouroussis sont comme ça, les Peuls sont comme ça, les Bobos sont comme ça, ça veut dire on entend, c'est un discours qu'on entend dans le quotidien ou bien dans nos différentes sociétés. Mais aller jusqu'au sens où on dit que ce sont les Peuls qui constituent, qui sont les terroristes, je pense que là, il y a quand même quelque chose de très grave quand on affirme comme ça, parce qu'il y a eu des cas où on a les listes même qui avaient été publiées, on a des Bissas, on a des Moussi parmi le groupe des Gourmanchés dans les listes qui ont été publiées. Donc c'est pas pour autant qu'on doit s'en prendre aux Gourmanchés, qu'on doit s'en prendre aux Moussi, qu'on doit s'en prendre aux Peuls et aux autres, à tous ceux qui ont leur nom dans cette liste-là. Donc ce n'est pas exclusivement, même si en partie, comme vous l'avez dit, on voit qu'il y a certains qui sont de l'ethnie, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'en prend à tout le monde, ou qu'on met tout le monde dans le même sac. Sur la question religieuse, par exemple, très clairement, souvent on va dire c'est le musulman qui est visé, et dans le discours, c'est écrit dans le Coran. C'est ce que les gens disent très rapidement. Ça, c'est raccourci. C'est écrit dans le Coran, la question de conquérir et du territoire et des hommes, soit par la force, ils se disent tout le temps, c'est écrit dans le Coran. Donc c'est une prescription religieuse d'une communauté qu'on connaît. Et commence aussi un genre de stigmatisation concernant. Alors qu'il y en a qui pratiquent cette même religion, mais autrement. Tout à fait. Ok, avant d'apporter un éclairage sur ça, permettez-moi de rebondir sur ce que monsieur le directeur général disait à propos des ethnies. Encore une fois de plus, cela montre effectivement l'importance et la pertinence de remettre toutes ces questions-là sur la table. Parce qu'on a fui ce débat depuis longtemps et aujourd'hui ça nous rattrape, comme je le disais tantôt. Bon, aujourd'hui on dit qu'on ne peut pas coller le terrorisme à une ethnie et que ça n'a rien à voir avec des ethnies, alors que même sur le plan politique, on a vu ici, effectivement depuis longtemps, des gens qui ont brandi en fait leur appartenance ethnique pour appeler les gens à les élire, on voit ça. Donc, forcément, les gens savent pertinemment, effectivement, qu'au Burkina Faso, il y a quand même des ethnies qui se croient supérieures aux autres ethnies depuis longtemps. Et on n'en parlait pas. On a toujours trouvé que c'est sensible, c'est tabou. Et si tu veux en parler, on va dire simplement sur les langues que ça ne tient pas. Alors que dans le fond, c'est des trucs qui existent. Donc, ça, c'est pas intéressant. Et donc, encore une fois de plus, d'où la pertinence vraiment de convoquer peut-être des assises nationales, je ne sais pas, en tout cas, réfléchir sur, en tout cas, comment faire effectivement pour aborder toutes ces thématiques-là, pour qu'une bonne fois pour toutes,
effectivement, les gens puissent savoir effectivement que aucune ethnie, à partir d'aujourd'hui, n'est supérieure à une autre, aucune religion n'est supérieure à une autre. Maintenant, pour revenir à votre question sur l'islam et le terrorisme, ou encore l'islam sur la violence, il faut que les gens sachent effectivement que l'islam considère effectivement tous ces actes-là comme étrangers à la religion de l'islam, comme je le disais tantôt. Et Dieu merci, depuis un certain temps quand même, le voile est en train d'être levé. Beaucoup de gens sont en train de comprendre, parce que le Coran dit clairement que le musulman, c'est quelqu'un, en fait, la sagesse, c'est la valeur ajoutée du musulman, et il la prend là où il la trouve. Et le Coran dit clairement, par exemple, en parlant du meurtre, que celui qui ose tuer une seule âme de façon injuste, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Donc l'islam, effectivement, condamne toute forme de violence. L'islam condamne effectivement tous les gens qui tuent d'autres personnes. Je ne parle même pas de ce qui se passe au Burkina Faso, ici ou ailleurs. Donc l'islam, effectivement, la législation islamique considère effectivement tous ces actes-là comme des actes barbares, criminels, abjects, lourdement interdits et prohibés par la législation islamique. Que le présumé coupable se revendique de l'islam, comme cela est véhiculé dans les médias, cela n'engage en rien le véritable islam, parce que l'islam n'est pas, en tout cas, comptable de meurtres ignobles commis en son nom de façon arbitraire. Voilà. Mais les leaders religieux doivent continuer effectivement à faire ce travail-là. Ils ne doivent pas se lasser. Ils doivent effectivement continuer dans cette dynamique-là. Voilà. D'accord. C'est bien déjà de dire ces choses-là. Et je pense que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Ça sera ma dernière question. C'est vrai que tout à l'heure, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut y aller, il faut qu'on crève l'abcès. Mais c'est ça la réalité. On crève l'abcès comment? Si pour certains, commencer à l'aborder, ça devient dangereux, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Tout à fait. Et ceux-mêmes qui sont les premiers, quelquefois, qui nous donnent des conseils, qui sont les politiques, qui sont amenés à venir diriger ou qui sont dans la bataille pour diriger, utilisent cette fibre-là quand c'est les arrange, comme le disait tout à l'heure, Boubacar. Est-ce qu'on est sorti, vous pensez qu'on sortira de l'auberge vraiment dans ce contexte-là très, très rapidement? Ça sera la dernière question. Est-ce que vous y avez vraiment foi? Et qu'on est dans une dynamique sincère et que les gens qui disent qu'il faut l'aborder pensent qu'on a les éléments et les outils et que ce n'est pas une boîte de Pandore qu'on ouvre? Bon, je dirais déjà, c'est de prendre conscience même de la diversité culturelle et ethnique au niveau du Burkina Faso. On parle d'une 60aine. Et qu'on prenne conscience vraiment de l'interculturalité. Quand on parle de faire du Burkina Faso une nation, je pense que c'est pas pour autant que c'est pas vouloir mettre une ethnie au-dessus des autres, ou bien c'est pas dire qu'on va effacer les différences qui existent, mais comment est-ce que dans cette différence-là, on peut être unis malgré nos diversités ethniques et culturelles pour pouvoir avoir une seule vision. Parce que quand on prend les différentes ethnies au niveau du Burkina Faso, il y a des valeurs quand même que toutes ces ethnies-là partagent, sur lesquelles on peut fonder notre vivre ensemble, au lieu de rester dans cette diversité ou bien dans ces calculs politiciens en disant que si on est musulman, on est dans telle ethnie, on est de telle religion, ça peut nous permettre, au regard des statistiques, d'être président dans ce pays. Dans ce cas, on aurait affaire uniquement qu'à des présidentes au niveau du Burkina Faso parce qu'elles sont les plus nombreuses. Les femmes. Voilà, les femmes. Donc, si on devait rentrer dans ces calculs statistiques-là, c'est les femmes qui allaient gouverner le pays jusqu'à ce que les hommes prennent le dessus au niveau des statistiques. Donc, je pense que cette diversité culturelle-là doit primer et qu'on sache que nous sommes complémentaires, mais il n'y a pas d'autres qui sont supérieurs parce qu'effectivement, il y a eu des frustrations au niveau de beaucoup d'ethnies qui pensent que le pouvoir n'est qu'entre les mains d'une seule ethnie, ou bien tout est centralisé au niveau de Ouagadougou et puis il n'y a qu'une seule ethnie au niveau du Burkina Faso. Donc je pense que poser la question permet d'évacuer toutes ces frustrations-là et s'assurer que on peut voir dans la même orientation, dans la même direction, en effaçant tout cela et puis se donner une nouvelle base. Baka, vous pensez que c'est possible? Oui, est-ce que j'ai foi? Avant de répondre, c'est vrai qu'on n'est pris par le temps, mais j'aimerais rebondir, si ce n'est renchérir ce que le grand frère directeur a dit. C'est vrai que beaucoup de communautés, beaucoup d'ethnies, et beaucoup de personnes ont été frustrées, mais nous disons effectivement à ces gens-là qu'ils doivent chercher effectivement un cadre légal effectivement pour exprimer ces frustrations et il faut arrêter de vouloir se faire justice à soi-même. C'est quelque chose de très important. Maintenant, est-ce que j'ai foi? Est-ce que j'ai espoir? Oui.
Parce que l'espoir, c'est ça la différence entre le vivant et puis le mort. L'espoir, c'est ça, en tout cas, la valeur même fondamentale de la religion de l'islam. Et j'ai foi effectivement que le Burkina Faso va s'en sortir. Pourquoi? Parce que le Burkinabé a toujours eu, en tout cas, cette force-là d'aller puiser effectivement les solutions à ces différents problèmes, surtout quand ça chauffe. Donc moi, j'ai foi effectivement que ça va aller, quoi, Inch'Allah. Mon cœur, c'est qu'un monde meilleur est possible, Inch'Allah. Merci bien. Donc, que Dieu bénisse le Burkina. En tout cas, merci bien à vous, Nassouri Boubacar. Je rappelle que vous êtes acteur du dialogue non violent, prédicateur. Merci aussi à Dr Chaka Ouattara, directeur général de la cohésion sociale. C'est un sujet qui ne s'achève pas ici, parce que c'est une lutte de tous les jours. On est riche de nos différences et c'est ça qui est important. Nous allons passer à un autre sujet que nous abordions, que nous annoncions en titre, c'est la question sécurité. Les habitants de Seitenga et les alentours continuent de fuir la zone pour Dori, des chiffres que nous partage évidemment le CONASUR, et selon ces chiffres-là, on est à plus de 19 599. Le détail dans ce reportage. La visite du président d'Amiba mercredi à Seitenga, bien que saluée, ne semble pas avoir rassuré totalement les populations qui continuent de fuir la zone. À la date du 17 juin 2022, 19 299 personnes en provenance de 24 villages de la province du Séno ont trouvé refuge dans la ville de Dori après l'attaque de Seitenga dans la nuit du 11 au 12 juin 2022. Des chiffres actualisés au fur et à mesure par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, CONASUR. Sur ces 24 villages de provenance, 14 765 personnes sont issues du village de Seitenga, ce qui représente 76,51% des individus ayant fui l'insécurité depuis l'attaque de la localité. Les villages de Sofokel et de Fourakou viennent en deuxième et troisième position des localités de provenance avec respectivement 2176 personnes et 482 personnes. Difficile pour la plupart de rester dans la zone après le massacre du samedi 11 juin. En rappel, pendant plusieurs heures, des hommes armés ont traversé sans encombre le village de Seitenga, tirant, brûlant et pillant. Le bilan du gouvernement fait état de 86 morts. Le déplacement massif se poursuit vers Dori. Certains témoignages faisant état de retour de terroristes dans la zone, même après le passage du chef de l'État. Retour sur ce plateau pour un premier entretien sur les questions sécuritaires, et nous sommes avec Mahmoudou Sabagdougou, expert en sécurité. Nous l'annoncions d'ailleurs en titre. Vous avez regardé le reportage avec nous, c'est Dori qui continue d'accueillir donc ces déplacés internes. C'est clair, quand on voit la situation, difficile de rester dans une zone où on est fortement inquiété. Et puis il y a la barbarie, 86 morts, c'est le bilan en tout cas officiel. C'est un témoignage parle d'autre chose. Nous nous en tenons à cet officiel-là. Et puis, selon nos témoignages, même après le passage du président à Seitenga, les terroristes seraient revenus, inquiétant encore certains Burkinabés venus chercher quelques affaires pour retourner à Dori. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. J'ai dit qu'on allait l'aborder, mais avant, je pense que même la question sécuritaire, vous l'abordiez au Sénégal, il y a juste quelques jours, avec des ONG du Mali, du Burkina, du Niger, sur les réponses qui sont données dans nos différents pays. Et il y a un chiffre qui m'avait marqué, c'est que pour ce qui est de ces trois pays, c'est 8 personnes qui sont tuées chaque jour. Ça veut dire que cela est vraiment interpellateur. Comment ça s'est fait, ce rapprochement entre ONG sur cette question sécuritaire-là? Oui, merci beaucoup. Effectivement, on s'est rendu compte que dans la lutte contre le terrorisme, et la protection des civils, la protection des populations était aux abonnés à ça. Et on a vu aussi que les gouvernements ont mis l'accent sur le tout sécuritaire, ce qui a contribué depuis 2011-2012 à exacerber la violence et aussi à exposer davantage les populations. On a aussi remarqué que dans la réponse face aux groupes armés terroristes, malheureusement, les différents États ont impliqué de plus en plus aussi les populations dans cette réponse, ce qui a fait que, encore une fois, le niveau de violence s'est dirigé vers les groupes armés et s'est dirigé vers les populations civiles. Effectivement, malheureusement, c'est 8 personnes qui sont tuées par jour et au Burkina, au Mali et au Niger.
Et malheureusement, ce chiffre ne fait qu'augmenter. On a au sein des 3 pays qui composent le fuseau central du G5 Sahel, on a malheureusement aussi un nombre important de personnes déplacées internes. Et là, le Burkina bat le record parce que le Burkina, à lui seul, occupe 83% des personnes déplacées internes des 3 pays. Ça veut dire que le Mali est entre 400 000, le Niger est entre 350 000. Donc, entre le Mali et le Niger cumulés ne valent pas le nombre de personnes déplacées internes qui se trouvent dans le centre Nord-Akaya. Voilà. Ça veut dire que c'est interpellateur. Mais on a vu aussi ces images tout à l'heure relativement à cette actualité. Vous êtes expert en sécurité. On se rend compte que c'est un peu cyclique dans ce qu'on est en train de voir. C'est à un moment donné des édifices, comme pour lancer un message, des symboles. Après, c'est les militaires des camps. Et on en vient encore aux populations. Après, c'est plus les populations, c'est encore des camps. C'est des symboles. On a l'impression que c'est cyclique. Ça répond à quoi? Ou bien il n'y a pas de stratégie, ça vient comme ça? Il y a bien une stratégie. Comme j'aime le dire, on a 2 grands groupes internationaux qui écument le Burkina Faso. On a d'une part le groupe de soutien à l'islamo-musulman, dont le leader est Yaga Gali, et puis l'adjoint c'est Amadou Koufa, et on a l'État islamique au Grand Sahara. Alors il se trouve que dans la zone de Setenga, qui n'est pas d'ailleurs loin de la zone de Solhan, c'est l'État islamique au Grand Sahara qui est un peu le leader dans cette zone. Mais ils sont aujourd'hui en conflit d'ailleurs avec le groupe de soutien à l'islamo-musulman, eu égard à leur mode opératoire, eu égard au fait qu'ils ne ciblent que les populations et ils n'épargnent pas les populations. C'est cette distinction qui fait que les 2 groupes d'ailleurs sont opposés dans toute la bande frontalière avec le Niger, c'est-à-dire depuis la zone des 3 frontières, en redescendant jusqu'à vers le Yaga et un peu vers l'est. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'État islamique, qui je répète d'ailleurs, vient de revendiquer l'attaque des 425 morts. Donc ils ont revendiqué l'attaque et ils ont donné comme condition le fait que ça soit le Setenga avait l'intention d'installer les VDP. Et ils ont dit qu'à chaque fois que on va avoir l'intention d'installer les VDP dans une zone, eh bien les populations seront plus possibles. C'est ce qu'ils ont fait comme revendication ce soir et qui passe un peu sur les réseaux sociaux et sur leur site. Mais quand on regarde, comment est-ce qu'il faut questionner cela? Est-ce que c'est parce que l'implication des populations a des effets probants, ça les dérange, et donc il y a des mesures punitives lorsque certaines populations sont beaucoup plus enclines à coopérer avec les forces militaires, ou bien c'est dans ce qu'ils ont comme dogme pour eux? Alors, le dogme, c'est qu'ils combattent tout ce qui est proche de l'État, tout ce qui est symbole de l'État. Donc ça veut dire que si vous êtes armé par l'État, on considère que vous êtes de l'État. Donc vous êtes automatiquement pris pour cible. Et pour eux, toute personne qui dispose d'une arme est un combattant et doit être traité comme tel. Donc raison pour laquelle ils s'en prennent au VDP. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines zones, les VDP ont fait leurs preuves. Et donc, c'est une manière de déstabiliser la stratégie de l'État en s'en prenant au VDP. Et l'objectif ici, c'est de décourager les populations qui veulent s'organiser pour leur propre défense, et aussi c'est décourager les personnes qui veulent s'enrôler au sein des VDP pour qu'ils ne s'enrôlent pas. Donc ça fait des combattants en moins. Donc, et aussi, si ces jeunes qui sont dans ces zones ne s'engagent pas dans les VDP et aussi n'ont rien à faire, parce que vous savez que les mines d'or sont interdites dans certaines zones, donc finalement ils vont les rejoindre. Donc si vous voulez, c'est une manière forcée de convaincre les gens ou bien de pousser les gens à rejoindre leur groupe, plutôt qu'à rejoindre l'armée ou les VDP. Et quand on a entendu les témoignages, c'est qu'ils sont sortis, ils ont tiré pratiquement sur tout le monde. Ils n'ont pas fait de sélection. Quand vous dites, par exemple, que c'est les VDP, c'est dire que c'est quoi? C'est la terreur pour ne pas qu'ils aient envie de se faire recruter après. Mais auquel cas, quand ils viennent, ils tuent tout le monde, ça pose des questions. On a l'impression que c'est juste un mode opératoire. C'est un message. Dans les revendications, quand j'ai lu tout de suite, ils ont dit clairement que c'est des représailles au fait que les populations veulent installer des VDP. Donc ils n'ont pas fait, ils font pas de tri. Et d'ailleurs, le mode opératoire de ce groupe-là, de l'État islamique au Grand Sahara, c'est la terreur et c'est de tuer sans faire de tri.
Ils ont toujours opéré comme ça. Il y a eu Solhan, bien qu'il n'ait pas revendiqué. Il y a eu aussi dans le nord, je me rappelle qu'en 2021, un peu à l'est du Burkina, dans la zone de Futuri, ils avaient tué aussi exactement comme ça, mais le nombre n'était pas élevé, bon, ça n'a pas été trop médiatisé. Mais ils avaient tué au moins près d'une vingtaine de personnes. C'est exactement le mode opératoire et lorsqu'ils commettent un tel acte, on sait exactement de qui il s'agit. Et quand on regarde aussi ce qui, pour nous profanes, est toujours dérangeant, c'est qu'on a l'impression de populations qui sont laissées livrées à elles-mêmes. J'ai dit tout à l'heure que selon certains témoignages, même après, parce qu'on a eu le message du président lorsqu'il est arrivé mercredi, il a dit qu'ils seront traqués, c'est ce qu'il a promis même d'ailleurs aux populations, mais pour certains, quelques heures après, bon... même ceux qui sont revenus prendre quelques affaires ont été inquiétés parce que les terroristes ont repris encore ont repris les habitudes et ont repris leur quartier. Quand on regarde, on se dit, mais est-ce qu'on a une armée qui est vraiment dans l'offensive, ou bien c'est que la configuration sur le terrain ne leur permet pas d'être présents? Nous, on ne comprend pas, mais c'est une absence en tout cas qu'on peut constater si cela arrive. Oui, l'armée ici n'a pas joué son rôle, puisque le rôle principal de l'armée, c'est de protéger les populations et les biens. L'armée aurait dû effectivement non seulement empêcher que ça arrive, et s'il n'a pas pu empêcher que ça arrive, et lorsque ça arrive, l'armée devait désormais assurer la sécurité de ces populations. Alors, il y a deux difficultés qu'il faut relever ici. Le fait que c'est une zone transfrontalière, ça fait qu'aujourd'hui, les groupes armés, même si l'armée arrivait à les pourchasser, ils allaient traverser juste la frontière. Donc aller au niveau du Niger. Donc il faut attendre des accords, il faut demander l'autorisation au Niger pour pouvoir les traquer au-delà. Il y a un autre fait, du fait qu'aujourd'hui, on ne tient pas un langage de vérité aux populations. Que ce soit l'armée, que ce soit les politiciens, aucun d'eux ne tient un langage de vérité aux populations. Aucun d'eux ne dit aux populations, écoutez, nous ne sommes pas en mesure de vous protéger. Nous vous demandons de quitter cette zone, le temps qu'on puisse prendre des mesures pour pouvoir sécuriser la zone afin que vous puissiez revenir. Au contraire, on pousse les populations parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes déplacées internes. Alors que c'est une guerre, si vous refusez de dire la vérité, ça vous rattrape rapidement. Nous avons vu tout de suite. Donc il n'y a pas lieu aujourd'hui de continuer à mentir. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de refuser de dire la vérité aux populations. C'est les exposer et c'est faire retourner les populations contre notre gouvernement et contre notre armée. Et je pense que les pays qui ont réussi aujourd'hui à lutter contre le terrorisme l'ont fait ainsi au départ. J'ai l'exemple de la Mauritanie qui a décidé un jour, bon, à une partie de la population, écoutez, cette zone, nous ne la contrôlons pas. Elle est contrôlée par les groupes armés terroristes. Ils ont libéré, ils ont déguerpi la zone et ils ont pu mener des opérations à l'aise, sans craindre quelque chose, parce que la difficulté ici de mener des opérations dans une zone habitée, c'est aussi, il faut tenir compte des droits de l'homme, il faut tenir compte des populations. Donc c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut arrêter de faire de la politique et il faut être véridique avec les populations. C'est la seule manière d'avoir l'onction de la population, c'est la seule manière d'avoir l'accompagnement de la population. Mais si lorsqu'on veut transformer tout en matière de politique, lorsqu'on veut résoudre tout politiquement, ben, on se fait toujours rattraper par les faits. Et aujourd'hui, il est clair que nous ne maîtrisons pas certaines zones du Burkina. Et il faut avoir le courage de le dire. Quand vous dites certaines zones, c'est peu même que de le dire. Parce que si ma mémoire est bonne, il n'y a pas si longtemps, dans le point qui était fait avec la présence et la visite des émissaires de la CEDEAO sur la question sécuritaire, je pense qu'on a considéré qu'en gros 40% de notre territoire ne le maîtrise pas vraiment. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut demander à ces gens-là de partir? Ça devient ingérable. Alors, moi, en tant qu'expert en sécurité, moi je pense qu'il y a une stratégie à adopter. Et ce que moi je conseillerais aux dirigeants qui tiennent aujourd'hui les rênes du pays, c'est de prendre un bout. Lorsque vous avez un problème, vous prenez un bout de ce problème pour essayer de résoudre le problème, pour remonter. Et pour moi, en connaissant de quoi, en connaissant du contexte, pour moi le bout ici c'est la région de l'Est. Vous avez une région qui est complètement aux prises des groupes armés terroristes. Vous avez une région où, à partir de cette région, ils se ravitaillent en carburant, en moto. Ils revendent notre or à travers la région de l'Est. Donc je pense que c'est très simple pour moi, c'est de partir à partir de cette région de l'Est qui a été longtemps délaissée. Ça va être difficile, ça va être douloureux, on va subir des pertes, mais ça va nous permettre de couper les sources de ravitaillement et d'avancer jusqu'à la région du Sahel. D'autres régions vont souffrir en ce moment.
Pour moi, c'est des choix douloureux qu'on doit être amené à prendre. Sinon, on va finir par perdre l'ensemble du Burkina. Parce que pour moi, c'est même au-delà des 40%. Il faut être honnête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du Burkina si ce n'est pas Ouaga et puis Bobo? Qu'est-ce qui reste du Burkina? Soyons honnêtes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en période de vacances, vous pouvez amener vos enfants hors de Ouagadougou en vacances pour visiter un site touristique? Dites-moi. Ce n'est pas possible. Donc, il faut être honnête, il faut être pragmatique et prendre un bout du problème, essayer de résoudre le problème avec des réponses probantes. Et je pense que ça devrait aller. Et comme ça, au fur et à mesure, on va demander les zones dans lesquelles on commence l'intervention de quitter, le temps qu'on puisse remonter. D'accord. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a donc des attaques de ce genre-là, on revient toujours pour reparler de la stratégie, on essaie de la questionner. Je rappelle que vous étiez au Sénégal, dans le cadre de la coalition citoyenne pour le Sahel. Il y a 4 grands axes que vous avez dégagés pour ce qui est de ces différents pays-là. C'est lesquels? Parce qu'on peut parler de protection d'ailleurs des populations, c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant qu'on en parle. Oui. Avec Seitenga, c'est un cas patent. Oui. Les 4 axes. Les 4 axes, le premier axe, c'est la question de la protection effectivement des populations civiles. Le deuxième, c'est la gouvernance, la gouvernance sécuritaire. Nous avons remarqué que parmi ces 3 pays, il n'y a pas de bonne gouvernance dans la gestion de la question sécuritaire. La preuve qu'aucun des pays n'est en mesure aujourd'hui de se défendre. Ils sont obligés de faire appel à des partenaires. Mais où est-ce qu'est parti l'argent qu'on a déversé dans et le secteur de défense et le secteur de la sécurité, alors que nous savons qu'aujourd'hui, toutes les priorités ont été allouées au secteur de la défense et de la sécurité. C'est cela. Donc, il y a la question de la bonne gouvernance, il y a la question aussi humanitaire. Et cette question humanitaire, c'est de plaider auprès des bailleurs pour que les bailleurs ne délaissent pas le Sahel. Lorsqu'on a fait le point, aujourd'hui, il y a même un excès d'aide à l'Ukraine par rapport au Sahel qui, depuis des années, souffre et personne n'a mis tous ses moyens pour aider le Sahel. Et aujourd'hui, on a l'impression que le Sahel est oublié parce qu'il y a l'Ukraine. Et donc, c'est pour un peu titiller les bailleurs, afin qu'ils n'oublient pas le Sahel, ils n'oublient pas les peuples du Sahel, et enfin aussi que ces bailleurs-là puissent continuer à investir et à donner pour que nous puissions continuer à aider les populations. Et le 4e pilier, ça concerne encore les populations, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'impunité, il y ait une continuité. Lorsqu'il y a des phases sécuritaires, il faut que la justice accompagne. Il ne faut pas qu'il y ait dans ces actes-là, si des gens sont déclarés coupables, qu'effectivement on puisse et la justice puisse jouer son rôle. Parce que nous pensons que l'une des causes du basculement des populations, c'est le fait qu'il y ait des injustices, c'est le fait que les populations ne se sentent pas en justice, donc ça les pousse effectivement à basculer du côté des groupes armés terroristes. Donc ce sont les 4 piliers sur lesquels nous avons bâti notre rapport. D'accord, c'est assez intéressant, mais quand on regarde la plupart des pays, dans chacun des piliers, il faut encore faire du travail. Il faut faire beaucoup de travail, c'est comme si on venait de commencer, malheureusement. Après 10 années pour certains, le Mali et le Niger, et après 7 années pour le Burkina. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. Mais la solution d'ensemble aussi reste un peu compliquée. Quand on regarde le Niger, qui regarde d'un mauvais œil ce qui s'est passé au Mali et au Burkina Faso, parce qu'on connaît bien le président qui est un chantre de la démocratie et qui voit d'un mauvais œil les questions de coup d'État. Il n'a même pas en odeur de sainteté avec les autorités maliennes. Nous, Burkina Faso, on est presque dans notre bulle, parce que on a déjà trop de soucis, on n'a pas les 1 200 000 km² comme les autres. On est très submergé dans cette question du terrorisme-là, c'est difficile de lever la tête. Est-ce qu'il y a encore un regard d'ensemble dans la lutte contre la sécurité, contre le terrorisme, quand vous regardez un peu, est-ce qu'il y a encore ce regard d'ensemble, il y a cette envie d'aller ensemble? On a l'impression que c'est obligé, chacun se débrouille comme il peut pour sauver sa peau. Malheureusement, effectivement, c'est le cas. On le constate, c'est qu'il n'y a pas un regard d'ensemble. Et c'est ça qui va faire que ça qui donne un avantage au groupe armé terroriste. Tant que nous n'allons pas nous mettre ensemble, tant que les États ne vont pas accorder les violons pour aller ensemble, regarder dans la même direction, ça va être difficile. Je prends le cas du Bénin, du Togo, du Ghana, qui nous regardent, nous débattent. Aujourd'hui, je puis vous dire que le Bénin, le Togo et le Ghana, ils sont aujourd'hui attaqués. Nous sommes à 15-16 attaques au Bénin. Au Togo, nous sommes à la 4e attaque. Et le Togo a déclaré toute la zone nord et en état d'urgence. Donc c'est pour vous dire que
Mais il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a ce qu'on appelle l'initiative d'Accra qui a été mise en branle et qui est en train aujourd'hui d'être activée par les pays côtiers avec les pays sahéliens. Donc ça prend en bloc tous les pays. Et même cette initiative d'Accra aura une base logistique au Burkina avec une force conjointe mixte qui va être déployée dans l'ensemble des pays qui la composent. Donc c'est le Mali, le Niger, non plutôt le Burkina, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Et le Niger est un pays observateur, de même que le Nigeria, et ils sont en train de tout faire pour intégrer le Mali parce qu'on ne peut pas lutter on ne peut pas lutter contre le terrorisme en écartant le Mali. Donc peut-être que les États ont compris qu'il faut aller ensemble. Et l'avantage de l'initiative d'Accra, c'est que c'est sur fonds propres des États, ils ont refusé tout financement extérieur. Je pense qu'ils sont en train de tirer les leçons du G5 Sahel. Donc ils comptent fonctionner sur leur propre financement. Et il sera effectivement intéressant de suivre cette initiative parce qu'elle est vraiment en train d'être formalisée au sein des différents États. Et on espère que donc ça sera un début de solution pour les problèmes que connaissent donc ces différents pays. En tout cas, merci bien Mamoudou Sabadou d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité. En tout cas, merci. On va poursuivre ce JDS avec notre rubrique Celle Santé. Dans cette partie santé, nous allons nous intéresser aux maladies tropicales, parmi lesquelles la filariose lymphatique et l'hydrocèle. On sait que le Burkina est touché et pour cela, donc, des actions de sensibilisation ont été menées, notamment des émissions radiophoniques pour sensibiliser la population, mais aussi une invite aux autorités à s'engager pour booster ces maladies hors du Burkina. La cérémonie de sensibilisation a eu lieu le 17 juin à Kampala, dans la province du Naouri. Et c'est Alexis Wenkouni Bremnaba qui nous propose cet élément. C'est une émission radiophonique de la radio Goulo sur les maladies tropicales négligées à Kampala dans le Naouri. Toutes les parties prenantes que sont les leaders communautaires, les autorités locales et les chefs de district sanitaires sont tous réunis. Initié par l'association Vision Nouvelle, l'objectif est de sensibiliser les populations sur les dangers de ces maladies. La maladie comme la filariose lymphatique, il y a eu 20 000 cas qui ont été recensés en 2006, mais jusqu'à présent, il reste environ 10 000 cas à prendre en charge. Et ici, nous prenons également les hydrocèles. Là-bas aussi, nous avons eu à peu près à recenser en 2006 14 000 cas. Et jusqu'à présent, il reste 10 333 cas à prendre en charge. Le choix du district sanitaire de Pau pour cette sensibilisation n'est pas fortuit. 305 patients atteints de lymphodème et 111 cas de l'hydrocèle ont été recensés. Dans la formation sanitaire de Kampala, ce sont 14 cas de lymphodème diagnostiqués. Au regard de ces statistiques, le préfet du département de Pau prend l'engagement d'accompagner cette initiative avec des plaidoyers pour vaincre ces maladies. Et les faits sont palpables et nous avons constaté, nous prenons l'engagement également que, en tout cas, avec mettre tout en œuvre pour vraiment accompagner, en tout cas, l'association et que ce soit dans les sensibilisations, dans les plaidoyers et même au niveau même du conseil de la délégation qui sera mis en place tout à l'heure. Et si nous avons des possibilités, nous allons nous engager à accompagner avec des lignes, en tout cas, budgétaires pour, en tout cas, soutenir l'activité parce que nous voyons que vraiment la maladie là, les maladies tropicales négligées sont en tout cas une réalité dans notre pays. La directrice exécutive de l'association Vision Nouvelle dit être satisfaite de cette campagne de sensibilisation, mais aussi de l'engagement des autorités à les accompagner pour vaincre ces maladies. Nous pensons avoir gagné, certes, une victoire, mais il reste beaucoup à faire. Nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous espérons avoir plus de soutien pour être les porte-parole des sans-voix que sont les victimes des MTN, afin que les populations du Burkina Faso puissent prendre conscience que ces maladies toujours existent parmi nous et que c'est ensemble qu'on arrivera
à libérer le Burkina Faso du fardeau des MTN. Convaincu que toute organisation peut contribuer à vaincre ces maladies, le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées et l'association Vision Nouvelle veulent conjuguer leurs efforts afin que d'ici 2030, les populations ne souffrent plus de ces maladies. À présent, nous allons aborder la dernière rubrique de ce JDS et c'est la partie sport. Et comme de coutume, pour aborder ces questions, j'ai le regard très averti des journalistes sportifs. Claude Romba, bonsoir. Bonsoir, Joe Fava. En tout cas, très ravi de se retrouver après la semaine dernière avec cet entretien avec le président nigérien. On n'a pas parlé de sport. C'est vrai. Bon, on est là pour parler de sport. On n'a rien raté. Mais dans tous les cas, pour ce qu'on a raté, on va l'aborder ici. Et puis, on a un autre invité pour cette partie sport. C'est Abed Touma. Il est agent de joueur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir est partagé. On essaiera de comprendre ce qu'est un agent de joueur et puis on comprendra aussi les enjeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce métier et sur vous. Tout à fait. Je pense que c'est un métier aujourd'hui qui, c'est vrai que c'est pas un nouveau métier, mais qui prend beaucoup d'ampleur, ou sinon même qui est devenu pratiquement assez, je dirais assez primordial dans le football, parce que rien ne se fait aujourd'hui sans agent de joueur. Ils sont capables, comme les gens le disent, d'imposer un joueur au Real Madrid ou en tout cas de vous faire traverser un joueur de part et d'autre du monde entier. Donc ils sont là et puis bon, pour certains il semble qu'il y a beaucoup d'argent qui se tracasse aussi dans ce milieu. Dans tous les cas, il est là avec lui. On va aborder cela. Mais la première actualité, et on va réagir aussi là-dessus, parce que c'est là où ils vont chercher très vite des talents. C'est chez les plus petits. On a les U17. Et ce match qui s'est disputé hier, qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt, étalons du Burkina contre la Côte d'Ivoire. On croyait les choses pliées pour les étalons avec un 2-0 jusqu'à quoi? Après la seconde mi-temps. Après la 60e minute. La 60e minute, 66e minute. On était encore à 2-0, mais les enfants y ont cru. Les poulains de Brahima Traoré et de Mamadou Zongo, Bebeto, ils y ont cru et ils ont donc renversé la situation, ils ont inversé la vapeur grâce à un doublé de Ousmane Kamara qui nous a sorti du bon jeu, et les étalons ont donc réussi ce qu'on appelle une remontada et pour nous donner ce score très intéressant. Ça s'appelle 4-2. On a tous crié un peu à la fin, on était très content. Ouais, très content en tout cas pour ces jeunes poulains-là. Il y a eu beaucoup de bruit autour de la préparation des étalons cadets, mais au finish, ils représentent dignement le Burkina Faso du côté donc de Cape Coast au Ghana. Ça fait 3 sorties, 3 victoires. Le Burkina se signale très fort. C'est vrai que déjà, les demi-finales, le carré est connu. Le Burkina va croiser les crampons avec le pays organisateur, le Ghana. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, avec ce mental-là que ces garçons ont montré, je pense qu'ils sont capables donc de se hisser en finale et de se qualifier en même temps pour la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Et je pense que ça fait beaucoup de bien et beaucoup de joie, surtout à Ahmed Touma, qui est également aussi promoteur d'un centre de football. Donc c'est dire que ces gamins-là, voilà, ils ont procuré beaucoup de joie et évidemment ça procure la relève comme au Burkina. Et il y a aussi quelque chose, c'est quand on dit qu'on va croiser la Côte d'Ivoire, il y a toujours un enjeu dans l'enjeu. Tout à fait. Et puis les gamins, ils ont montré aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément à cet âge-là. C'est le fighting spirit, c'est-à-dire que vous êtes gagné 2-0 jusqu'à pratiquement la 70e minute. Pour revenir, il faut avoir vraiment dans le tripon, il faut avoir dans les tripes. Et je pense que là aussi, une question mentale. Tout à fait mentale, mais également aussi, il faut le dire, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu les speeches de Papi Dagba Raymond. C'est vrai qu'on en rigole, c'est vrai, mais je pense que ça vaut son pesant d'or parce que ça pousse ces gamins-là à aller chercher au plus profond d'eux-mêmes, à donner ce discours de motivation supplémentaire. Et je pense qu'on l'a vu haranguer ces garçons, on l'a vu au four et au moulin. C'est bon. Quand ils sentent que derrière il y a des gens qui les accompagnent, et je pense que à ce niveau-là aussi en tant que catalyseur aussi, je pense qu'il a joué un rôle important. Mais il faut le dire, le premier rôle revient aux encadreurs qui ont su trouver le mot juste aussi pour motiver ces garçons. Ahmed Touma, vous avez regardé aussi le match. Oui. C'est vrai que l'agent de joueur, il voit les choses autrement. C'est des opportunités quand il voit les enfants sur le terrain. Je pense qu'il a des joueurs là-bas. Vous avez des joueurs là-bas? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. C'est
c'est des opportunités, comme Claude l'a dit. Voilà, on est tous contents par rapport à ce que les enfants ont montré, par rapport à ce que les enfants ont produit. Et en dessus de tout, ils sont dans la tranche d'âge où ils ont beaucoup de visuels, où il y a les recruteurs qui ont plus de regards, c'est-à-dire c'est les U17, les U20. Donc c'est à partir de là que tout part en réalité. Et le parcours de ces enfants-là, ça fait vraiment plaisir. Et comme on le dit, c'est en nature burkinabé en réalité, comme on le dit, selon nos ADN en réalité. Ces enfants étaient menés vraiment 2-0, mais ont eu un sursaut d'orgueil, qui ont su revenir au score et gagner le match avec la manière, comme on le dit. C'est ça. Voilà, donc ça les met en confiance, c'est de bon augure. C'est vrai, c'est un pas de franchi, mais n'oublions pas que le plus important, c'est de se qualifier pour la CAN. Et pour se qualifier pour la CAN, il faut battre le Ghana, arriver en finale. Sinon, voilà. Ça ne sera pas vraiment très beau de gagner les 3 matchs et de rester là. Tu vois, et les matchs de poule et les matchs à élimination directe, il y a une très grande différence. Voilà, donc il faut vraiment préparer ce match sérieusement, avoir les têtes sur les épaules, répéter les mêmes efforts qu'on a fait pendant les 3 matchs, et je pense que tout ira ça bien. devrait donner. Voilà. D'accord. On va rester avec Ahmed Touma dans le vif du sujet. Vous êtes agent de joueur. Déjà, ça fait combien d'années? Ça me fait 12 ans. 12 années. Ah oui, c'est quand même. Et en la matière, j'ai dit tout à l'heure, quand on regarde ces enfants-là, c'est souvent des opportunités. Vous vous battez sur les talents, essayez de les récupérer, les coacher et les vendre. Moi, la première question comme ça, comment est-ce que ça se passe pour que nous, on n'est pas... quand on regarde aujourd'hui... Non, même pas pour avoir ce flair. Je vais directement attaquer l'agent. Quand on regarde la CAN, Sadio Mané, on vous donne son club. Vous regardez l'équipe ivoirienne, il y en a qui n'ont pas notre talent. Vous voyez des clubs dans lesquels ils jouent. Les joueurs, ça se vend. C'est vous qui ne les vendez pas bien, mais c'est nos joueurs qui... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas souvent... On n'arrive pas à placer nos joueurs vraiment au top des top niveaux? Vraiment, merci pour cette question. Je ne dirais pas que j'attendais cette question depuis longtemps, mais c'est une belle opportunité pour moi de dire ce que je pense humblement. C'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de la réussite d'un joueur, c'est un joueur qui évolue en Europe. Vous comprenez? Il y a le passé de tout un pays. Vous parlez de Sadio Mané. Vous pouvez citer combien d'anciens footballeurs glorieux du Sénégal? Vous pouvez citer combien d'anciens footballeurs glorieux de Ghana? Vous pouvez citer combien d'anciens footballeurs glorieux de la Côte d'Ivoire? Vous voyez, tout part de là. Moi, je le dis, et à chaque fois, peut-être que les gens ne vont pas me comprendre, les gens vont me trouver trop dur, mais je vous dis, ni par le passé, ni par le présent, on n'a même pas un seul joueur de classe mondiale. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, les recruteurs, ils sont à la recherche du prochain Yaya, du prochain Drogba, le prochain Essien, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Je vous le dis honnêtement, je suis un agent. Les joueurs, on les transfère comment? On postule par CV, par vidéo. Je vous dis, quand ils posent des CV d'un footballeur ghanéen, ivoirien, sénégalais, burkinabé, je vous dis honnêtement, le CV burkinabé est fouetté à la dernière position. Mais pourquoi? C'est parcours-là. Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas, une histoire de footballistique. On n'a pas cette référence-là en tant que telle qui peut attirer des grands clubs. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ça le problème. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, mondialement, Drogba, il est reconnu. Mondialement, Yaya Touré, il est reconnu. Ainsi de suite. Mais ils ouvrent en même temps des portes, c'est ce que vous voulez dire? Pardon? Ils ouvrent en même temps des portes. Bien sûr, ils ouvrent des portes. Vous voyez, au fait, les recruteurs, c'est quoi? Comme je dis, c'est une question d'ADN. C'est une question d'ADN. C'est une question de flair en réalité. C'est ça le problème. Vous voyez. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? C'est vrai, il faut reconnaître en toute sincérité, footballistiquement parlant, on a un gros retard. Mais moi je pense que humblement, on peut travailler pour compenser. C'est pas interdit aujourd'hui de trouver des footballeurs burkinabés au Real, à Chelsea, Liverpool, comme les gros clubs comme vous le dites. Mais il faut encore bosser plus, il faut encore changer la manière de travailler. Il faut admettre que on a beaucoup de choses à faire.
Oui, mais là-dessus aussi, il y a un élément qui me turlupine. Quand je prends par exemple nos prestations à la CAN, récemment on a eu des prestations à la CAN qui étaient quand même assez intéressantes, où on a senti qu'on avait des joueurs comme les Pitroapa qui étaient vraiment demandés, qui étaient ceci, mais ils n'ont pas été courageux dans leur choix. Ils n'ont pas été courageux dans leur choix. On entendait de gros clubs qui les voulaient, mais on sait que quand ils partiraient là-bas, ils n'auraient pas le temps de jeu qu'il veut, ou bien ils ne seraient pas aussi à l'aise qu'il était dans un club en France et tout. Okay. Mais on a l'impression que ça, on ne tente pas l'essai, on ne prend pas le risque. Ça manque de courage ou ça manque de mental? Pas de courage. Je vais vous dire aujourd'hui, je ne pense pas qu'un joueur africain va refuser de signer au Real Barça, Liverpool, Chelsea, pour manque de temps de jeu. Okay. Je ne le pense pas. Au fait, il y a des approches. Voilà, il y a des approches, il y a des intérêts et il y a l'action. Il y a une très grande différence. Très souvent, on a ces footballeurs-là qui sont sondés. Je prends le cas d'Alain Traoré, avant la CAN en Afrique du Sud, qui était vraiment pisté par un club en Angleterre, qui a même envoyé des scouts pour le suivre. Mais, vous voyez, c'est un cheminement. Et la fin, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il nous faut arriver à ça. Il nous faut très tôt arriver à ces clubs-là. Il nous faut vraiment confirmer pour pouvoir vraiment enrayer vraiment ce mythe-là. Parce qu'en toute honnêteté, ça fait mal. Je vous dis aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de grands footballeurs, on n'en a pas. Il faut qu'on se dise la vérité. On n'en a pas en tant que tel. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un joueur de classe mondiale, c'est un joueur qui joue par exemple en Allemagne, qui joue par exemple en Espagne, qui joue par exemple en Italie, dans des clubs qui jouent les titres et qui jouent régulièrement la Ligue des Champions. On a quel joueur qui le fait? Voilà, on a quel joueur qui le fait? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a, je ne vais pas citer de nom, mais on a un joueur que moi je pense honnêtement et humblement, Edmond Tapsoba, que s'il continue sur cette lancée, il peut nous ouvrir cette porte-là, c'est-à-dire se retrouver au Bayern, à Chelsea, à Liverpool, au Real, même au Barça. C'est possible à l'heure actuelle. Et à partir de là, je pense qu'on aura un peu plus de regard par rapport aux futurs transferts, par rapport aux futurs jeunes. D'accord. Maintenant, c'est vrai que le temps qui se pas en train de... Et si on revient, les gens ont parlé donc de l'influence des agents. Par exemple, vous, au niveau national, l'influence que les agents ont autour de l'équipe nationale. Est-ce qu'au Burkina Faso, vous sentez cela? Bien sûr, bien sûr. En toute honnêteté, je le sens. Chacun a sa manière de voir. Et au jour d'aujourd'hui, je reviens par rapport à ce que vous avez dit. On n'arrive pas à mettre les joueurs dans des grands clubs européens parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui vendent des illusions à ces enfants-là. Voilà. Moi, je le dis, j'assume. Il y a des joueurs qui sont appelés aujourd'hui en sélection, qui n'ont pas le niveau, qui ne sont pas prêts pour venir en sélection. Et au fait... Ils sont appelés comment? Vous voulez dire quoi? C'est l'influence des agents? Bien sûr, il y a des agents qui influent. Il y a des agents qui influent. Il y a des agents qui influent. Puisque le problème, c'est quoi? Chacun pense à ses intérêts. Mais il faut qu'on pense en réalité à l'intérêt du joueur. Quand tu vends des illusions à un joueur, il y a des limites. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, même être international, ce n'est pas une raison pour être recruté dans un grand club. Il y a beaucoup d'internationaux aujourd'hui qui n'ont jamais joué en Europe, Claude. Tu en as la liste, plein. Vous comprenez? Moi, je trouve que nous devons laisser tout joueur naturellement arriver en sélection. Est-ce que vous ça veut dire aussi qu'on a des sélectionneurs qui laissent faire, quel est le type de pression pour qu'un agent arrive à imposer à un sélectionneur un joueur qui n'a pas le niveau. Je parle, imposer c'est trop dit. Imposer c'est trop dit. Mais je ne parlerai pas de la presse. Mais vous êtes censé savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pages. Il y a beaucoup de pages aujourd'hui au Burkina qui vendent des illusions, qui parlent pour parler. Telle personne mérite la sélection, telle personne il faut qu'il vienne en sélection. Et même il y en a, je ne vais pas citer, non, il y a des journalistes ou il y a des joueurs, même quand ils ne sont pas appelés, qui se plaignent. Il y a même des agents, après chaque regroupement, qui se retrouvent sur des plateaux télé pour se plaindre. Mais ces agences-là, aujourd'hui, ils font pire.
Vous comprenez? Ces agences-là aujourd'hui, ils font pire. Moi, je dis aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a un deal? Il y a un deal dans l'équipe nationale actuelle? Non, je ne parlerai pas de deal. Même s'il y en a, je ne parle pas de quelque chose où je n'ai pas de preuves. Mais je suis dans le domaine où je n'ai pas de preuves au moins. Je suis dans le domaine, je sais ce qui se passe, je sais comment ça se passe. Mais moi, personnellement, je voudrais dire à ces personnes-là, un joueur en sélection ne le garantit pas un contrat professionnel. Vous voyez, les clubs professionnels aujourd'hui, ils sont au courant de tout ça, ils connaissent tout ça. Il y a des agents qui payent la presse pour parler de leurs joueurs, il y a des agents qui font tout pour parler de leurs joueurs. Mais c'est normal, ça. Oui, c'est normal, mais je vous dis, au jour d'aujourd'hui, Claude, on ne prend un club européen, n'est pas à la recherche des pintades et puis va prendre un poulet. Même si c'est de la volaille, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Au fait, nous avons besoin d'une continuité. On a besoin de quelque chose de vrai. Moi, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de parler d'un joueur à un certain niveau où il ne l'est pas encore. Parce que je sais que ça va chuter. Il y a ce genre de... Non, on peut surcoter un joueur. On peut le surcoter. Oui, on peut surcoter. Mais en matière de football, je te dis aujourd'hui, le football est très réaliste. Le football, ça se passe sur le terrain. Le football, on peut donner des imaginations, mais la réalité est tout autre. Ça vous rattrape sur le terrain. Ça te rattrape sur le terrain. C'est clair et net. Et tout ça, ça contribue à quoi? Ça contribue à ce qu'on travaille mal. Aujourd'hui, il y a des joueurs en transfert. Tu es un agent. Par exemple, tu signes un contrat avec un joueur. Selon ses performances, tu es couché dans ta chambre. Et il y a des agents, il y a des clubs européens qui t'appellent. Nous sommes à la recherche de tel joueur, on l'a contacté, il dit tu es son agent. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il le fait? C'est sa performance ou pas? C'est ça. Voilà, c'est sa performance. Donc au-delà de ça, moi je préfère qu'on encourage ces enfants-là, on encourage les jeunes gens à travailler. Si moi honnêtement, combien de joueurs aujourd'hui, Claude, qu'on a annoncé comme des futurs stars qui sont allés nulle part sur les 5 dernières années? Il y en a plein. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont même pas fait de minutes en club, qui sont venus en sélection, qui ont joué, qui ont même fait de gros transferts, mais la suite elle est où? Mais quand tu dis la vérité, les gens trouvent que, par exemple, tu es jaloux, c'est pas une histoire de jalousie. Mais la question aussi des agents de joueurs, c'est un milieu des requins. Oui. C'est un milieu des requins, vous n'êtes pas facile. Oui. Il y en a par exemple qui ont même plutôt cassé des espoirs. C'est-à-dire que des jeunes à qui il fallait donner du temps, on leur a fait passer des étapes, on leur a fait vendre beaucoup de choses et après le petit se retrouve brisé. Tout à fait. Mais c'est ce que je dis. Chaque agent a sa manière de travailler. Chaque agent a sa manière de travailler. Moi, je vous dis honnêtement, je prends le cas de Boutier. Le cas de Boutier. Boutier Kwame. Boutier est un joueur où j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup d'argent. Je vous le dis honnêtement. Où j'ai eu l'occasion d'avoir des clubs au-dessus d'Ajaccio pour le recruter, mais j'ai préféré Ajaccio sportivement. Parce que c'était le meilleur choix pour lui. Voilà, parce que sportivement, pas économiquement, sportivement, c'était le meilleur choix. Le petit il est arrivé. Après un mois, il a commencé à jouer en équipe première. Et il a enchaîné. Malheureusement, il se blesse à la canne. Voilà. Et depuis lors, c'est maintenant il reprend, il n'apparaît plus. Mais je n'ai pas de regret. Voilà, je sais qu'il va enchaîner s'il revient bien physiquement. Mais c'est vrai, au-delà de tout, vous, surtout les Burkinabés, on vous voit vraiment. Dans d'autres pays, les agents s'entraident pour faire monter des joueurs. Au Sénégal, on a vu, en tout cas, tous les joueurs qui passaient à un moment donné par Pape Diouf, père son âme, qui faisait vraiment la promotion. C'était un agent de joueur, les agents ainsi. Mais au Burkina, pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? Non, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut se dire la vérité, on se combat entre nous. Et pourquoi? Ceux qui le font le savent pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours être au-dessus. Il y a des gens qui veulent toujours qu'on parle d'eux, que c'est les meilleurs agents, c'est eux qui détiennent les grands joueurs. Mais moi, ce n'est pas à mon niveau. Vous comprenez? Au fait, la collaboration est quoi? La collaboration est de telle sorte, quand tu sens l'honnêteté, il n'y a pas de raison que tu ne t'investis pas. Nous parlons, on parle de grands agents au Burkina. Mais rares sont les agents burkinabés qui signent les joueurs directement en Europe, dans un club direct. Est-ce qu'il y en a? Il y a des joueurs, non, il y en a, bien sûr, je prends l'exemple sur moi. Tout à fait. Voilà, je signe mes joueurs directement dans des clubs, sans intermédiaire. Mais il y a des agents qui ont les joueurs dans des clubs qui n'ont même pas le numéro du directeur sportif. Ça, je vous l'ai dit. Voilà.
Ça, je vous l'ai dit. Donc, le problème, c'est quoi? Il y a un problème d'ego. Il y a un problème d'ego, il y a un problème de comparaison, il y a un problème de visibilité. Et moi, je pense que tout ça, en toute honnêteté, ça ne sert absolument à rien. Moi, aujourd'hui, si Claude est agent, que Claude me dit, ah, Ahmed, j'ai telle situation pour ton joueur. Si sportivement, le joueur sort gagnant, voilà, si sportivement le joueur sort gagnant, moi, je ne veux pas de problème. Voilà, je ne veux pas retenir, je ne veux pas refuser un joueur à Claude qui peut mettre mon joueur à Arsenal et que moi, je peux le mettre juste, par exemple, à Reims ou bien au Havre ou bien ainsi de suite. Je vais le refuser. Pourquoi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ça sera la dernière question parce que ça va tellement vite et c'est intéressant. C'est vrai, vous avez parlé de l'équipe nationale, des influences et tout, mais les gens aussi vous reprochent le fait que vous soyez aussi proche de l'entraîneur adjoint. Peut-être que, est-ce que ces collaborations aussi ne font pas que, bon, les gens aussi ont l'œil sur vous pour dire que vos joueurs ne méritent pas aussi? C'est ça non, tout à fait. Moi, je suis très proche, dirons, de l'entraîneur adjoint. C'est un ami personnel. Voilà, mais je voudrais qu'on remonte. Quel est mon joueur qu'on a sélectionné qui ne mérite pas? La question est tout simple. Mon joueur qu'on a sélectionné qui ne le mérite pas. Bautier, Cyril, on met Cyril à l'écart. Cyril, mine de rien, ça parle. Mais Cyril, c'est plus d'une trentaine de sélections avec 3 sélectionneurs différents. Ce n'est pas du fils à Billy Lai. Ce n'est pas donné. Voilà, je pense qu'à quelque part, il le mérite. Même si aux yeux de tous, voilà, même si aux yeux de tous, tout le monde n'a pas les mêmes pensées, mais sportivement parlant, footballistiquement parlant, dites-moi quel joueur offensif aujourd'hui, si vous avez les statistiques, parcourt plus de kilomètres que Cyril en équipe nationale. Vous pouvez prendre le temps pour faire des recherches. Et je vous le dis honnêtement aujourd'hui, c'est la seule reproche que je fais à Cyril après chaque match. Je lui ai dit, tu es un âne, tu ne fais que jouer pour l'équipe, tu ne joues pas pour toi-même. Je suis un agent, je veux que mon joueur fasse des stats. Voilà, et tranquillement, vous pouvez regarder les matchs, visionner les matchs, à quel moment Cyril a été en retard tactiquement. Voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Et je dis toujours, s'il y a meilleur que Cyril, laissez Cyril tranquille et appelez. D'accord. Bon, voilà. Je vais vous permettre la toute dernière des questions. Non, je pense que, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on pourra un jour atteindre ce niveau dont vous parlez là, un joueur qui va signer rapidement dans un club, dans un grand club par exemple? Si, on peut le faire, mais il faut remettre tout à plat. Donc vous appelez à l'union et à l'entente, c'est ça? Non, pas forcément. Voilà, moi, pas forcément l'union et à l'entente, mais je parle de la manière de travailler. Voilà, aujourd'hui, pour avoir ces joueurs-là, il faut avoir des professionnels dans la formation. Claude, je vous dis aujourd'hui, je connais des promoteurs de centres qui construisent des bâtiments de 500-600 millions, mais qui refusent d'employer un formateur professionnel à 500 000 francs par mois. Vous comprenez? Au bas niveau, on peut trouver un joueur bon, ainsi de suite, selon la formation. Mais au fur et à mesure qu'il franchit les paliers, il y a des lacunes qu'on voit de la préformation ou de la formation qui a été ratée. Le seul problème est à ce niveau. Il faut investir dans la formation. Voilà, il faut investir dans la formation, pas dans les bâtiments. Oui, pas dans les bâtiments. Je vous dis honnêtement, pas dans les bâtiments, mais investir dans la formation au niveau des encadreurs. Trouver vraiment des gens qui sont bien formés pour former ces enfants-là. Donc, voilà, les écoles là ne sont pas de bonnes. Il y a beaucoup d'écoles, je vous dis 90% des écoles de football au Burkina Faso sont entraînées par des personnes qui n'ont pas de qualité. Wow. Voilà, et c'est le gros mal du football burkinabé. Ça, je vous l'ai dit. Ahmed Touma, agent de joueur, merci d'être passé, ça passe très vite. Et merci aussi pour les propos sans calcul. Nous aimons ça au JDS. Merci aussi à Claude Romba d'être passé sur ce plateau. C'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se donne rendez-vous dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.